3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui en ce jour de best-of de live Twitch où je vais continuer mon top 100 NBA 2023 en mode Crystal Ball. Mais bref, avant de commencer, il faut que je vous parle du sponsor un petit peu historique de cette chaîne que vous connaissez par cœur, Derby Ball, qui tous les ans continue à m'envoyer des t-shirts phénoménaux. Si vous ne connaissez pas encore Derby Ball, c'est des t-shirts, des sweats, des shorts, des jogging et des coques de téléphone à l'effigie de tous vos joueurs préférés, du présent comme du passé. La qualité de leurs produits est excellente et surtout, j'adore le fait qu'ils se soient fait la spécialité de répondre au plus vite à l'actualité dès qu'ils sortent leurs produits. Regardez ce t-shirt de Kevin Durant sous les couleurs de Phoenix, je ne l'ai eu que 3 jours après son transfert, et c'est vraiment appréciable, c'est un truc de malade cette réactivité. Non vraiment Derby Ball ça tue, et ce qui tue encore plus, c'est qu'avec le code promo le 6ème homme, vous pouvez obtenir 10% de réduction sur l'intégralité de votre commande. Alors si vous voulez avoir le meilleur flow sur les playgrounds cet été, vous savez quoi faire, toutes les infos seront dans la description. Mais bref, si vous êtes là, c'est pour entendre parler de la suite de mon top 100 NBA actuel. Et aujourd'hui, on ne dévoilera que 5 places. Bah ouais, là on approche de la fin, et l'idée c'est de faire durer le suspense un petit peu, en attendant mon retour de vacances. Je vais pas revenir sur le concept ici parce que je l'ai déjà expliqué de long en large dans les dernières vidéos en détail. Du coup, ce qu'il faut retenir, si vous n'êtes pas coutumier de ce projet, c'est qu'ici on ne va pas juger juste de la saison ou des playoffs de chaque joueur abordé. On ne parlera pas non plus de l'intégralité de la carrière, ou encore moins du potentiel dans les années futures. Non, ici, on va évaluer tous les joueurs à l'instant T. Ouais, on s'imagine que tout le monde est en bonne santé et on essaye de réunir vraiment le top du top des meilleurs joueurs pour essayer de gagner dès maintenant. C'est comme ça que j'ai essayé d'élaborer mon top. Bien sûr, il va y avoir plein de désaccords entre vous et moi, tellement c'est subjectif. Et je sais qu'arrivé à ce niveau-là du top, les émotions vont beaucoup prendre le dessus, ça fait partie du jeu. Quoi qu'il en soit, moi je n'ai pas la prétention de dire que c'est un top 100 unanime. C'est mon top, et je trouvais intéressant de vous le présenter. D'ailleurs, si vous voulez vous prêter au jeu, vous aussi, je vous invite à le faire, et à me l'envoyer sous forme de liste, à l'adresse que vous trouverez dans la description, top100.6iemehomme@gmail.com. Là, je veux pas de fichier texte, doc, ODT, XLS, que vous voulez, non, simplifiez-moi la tâche, juste la liste, de 1 à 100, dans le corps du mail, ça suffit. Ça nous permettra de faire des comparaisons qui seront intéressantes au moment du bilan, et surtout, ça pourra peut-être vous permettre à vous de gagner un chouette lot. Parce que ouais, parmi ceux qui l'auront fait sérieusement, j'en tirerai un au sort, qui remportera un abonnement pour toute la saison prochaine au NBA League Pass. Un vrai cadeau, ça. Alors si vous voulez participer, faites-vous plaisir, vous avez jusqu'au 15 août, et je vous le rappelle, l'adresse email se trouvera dans la descro. En attendant, nous, il est temps de l'entamer, ce top 10, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Qui occupe les places 10 à 6 de mon top 100 NBA 2023? Allez, c'est le top 10 maintenant. Un grand moment, puisqu'après avoir présenté 90 joueurs dans les épisodes précédents, on s'attaque désormais à la crème de la crème avec un Anthony Davis à qui j'ai attribué la 10ème place et qui connaît une belle progression de plus de 9 places, mais de 9 places exactement dans mon top 100 NBA 2023. C'est la plus grosse montée, sachez-le, qu'il y aura dans le top 10 aujourd'hui. Et pourtant, je vais pas le cacher, si sa saison à AD elle s'était arrêtée avant les playoffs, je l'aurais probablement classé bien plus bas. Parce que ouais, on l'a vu précédemment dans mon top, il m'est arrivé parfois d'être sévère avec des mecs qui manquaient trop de matchs et qui en raison de leurs blessures créaient de l'incertitude, même si je sais que là-dessus on a un Kawhi Leonard qui a fait beaucoup débat. Mais clairement, est-ce que justement ces joueurs qui sont vraiment souvent blessés ont un réel impact sur leur équipe? Et ça compte, parce que si t'as un impact une fois sur deux quand t'es présent, forcément c'est moins utile que quelqu'un qui est là 100% du temps. Et là on a un AD qui, moi je trouve qu'il est souvent un petit peu accusé de façon exagérée concernant ses blessures. Mais peu importe, quoi qu'il arrive, il y a des choses qui sont réelles, et là ça fait quand même 5 saisons de suite qu'il n'a pas dépassé les 62 matchs joués. Et clairement, moi j'aurais pu le sortir du top 15 si, à cause de ses blessures, je me rendais compte que l'impact sur son équipe, en tout cas l'impact qu'il pouvait avoir sur les Lakers, était aléatoire, ou complètement absent. Pourtant, même s'il a encore loupé 26 matchs cette saison, j'ai trouvé que globalement, quand il était sur le terrain, il montrait son meilleur visage. Après, 2 saisons qui ont fait suite au titre 2020, moi je trouvais qu'il donnait l'impression ces dernières années de douter mentalement. On avait l'impression qu'il avait peur de se faire mal ou qu'il avait peur de retrouver l'infirmerie. Et là, moi, cette saison, en tout cas, j'ai revu le meilleur visage de AD. J'ai revu le Anthony Davis dans sa meilleure version. Décalé au poste 5, là, il hésite maintenant plus du tout à être agressif. Maintenant, il joue des coudes, il prend des coups, il en met, des choses qui avaient un petit peu disparu dans son jeu. Et maintenant, il a plus du tout peur
de s'afficher comme une force dominante dans la peinture des Lakers, et ça lui a permis cette saison de tourner à 12 rebonds et demi par match, et s'il avait joué quelques rencontres en plus, c'est lui qui aurait remporté le trophée de meilleur rebondeur de la saison devant Domantas Sabonis. Donc ceux qui me disent que Anthony Davis, quand il est sur le terrain, il ne se bat pas, qu'il est toujours ce joueur soft qu'il était un petit peu ces dernières saisons, non, je pourrais pas être d'accord. Cette saison, clairement, il a changé de visage. Ajoutons à ça également que, défensivement aussi, il a retrouvé sa gouaille et son envie, lui qui, quand il est en bonne santé, fait vraiment partie des meilleurs experts dans le domaine, et oui, malgré ses absences encore trop nombreuses, je trouve qu'il y a largement assez d'éléments présents pour se satisfaire du niveau qu'a affiché Anthony Davis dernièrement. Peut-être qu'au scoring, il est toujours l'option 2 à Los Angeles. Clairement, LeBron James est plus utilisé que lui pour marquer des points. Mais pour moi, aujourd'hui, au vu de son impact des deux côtés du terrain, et j'y tiens, c'est lui qui, aujourd'hui, pour la première fois, est devenu peut-être le joueur le plus important de l'effectif. Oui, devant LeBron. Et on l'a vu en playoff. Les victoires des Lakers, elles étaient souvent dues à des gros matchs d'AD. Dans les gros matchs de LeBron, Los Angeles, on a perdu quand même quelques-uns. Non, vraiment. Après, je comprends, ça se discute clairement entre les deux et tout le monde sera pas d'accord avec ça. Et puis de toute façon, vu le faible nombre de places d'écart entre les deux dans mon classement, on se rend compte que ça se joue à très peu de choses et que chaque avis différent sera aussi cohérent. Cependant, moi, avec les playoffs qui viennent de sortir, Anthony Davis, il m'a vraiment convaincu tant ces Lakers sont différents quand il est sur le terrain ou quand il l'est pas. Là, rendez-vous compte, il a tourné quand même à plus de 14 rebonds et plus de 3 contres dans ses playoffs. Il a terminé en tête de la NBA pour la post-season dans ces deux catégories. À côté de ça, et moi je trouve que c'est bien, il a continué à laisser les clés du scoring à LeBron, tout en continuant à peser, lui, sans trop s'éloigner du cercle, chose qui faisait trop à mon goût précédemment, mais aussi en mettant ses tirs avec réussite, et surtout en étant partout ailleurs sur le terrain qu'au scoring. Et pourtant, il est quand même là au scoring, avec quasiment 26 points par match cette saison. Alors oui, la santé, ça a toujours été un souci dans la carrière du Unibro. Mais cette année, ça l'a pas handicapé tant que ça, du moins pas en playoff, ce qui explique sa jolie montée en puissance de 9 places dans mon classement. Et franchement, s'il arrive à peu près à éviter l'infirmerie ces prochaines saisons, et qu'il arrive vraiment définitivement à gommer les doutes que j'ai toujours par rapport à son corps, en termes de talent, je le sens largement en mesure de viser mieux que cette 10e place que je lui octroie aujourd'hui. Donc voyons, maintenant, si à 30 ans, l'intérieur est capable de réaliser une saison vraiment pleine, ce sera la clé. J'y crois moyennement, vu son passif, mais s'il veut viser plus haut que ce top 10, il va falloir qu'il montre qu'il peut être constant dans la présence sur le terrain, en saison et en play-off. En attendant, cette saison quand même m'a satisfaite, et au vu de toutes les qualités que je connais d'Anthony Davis, qui nous montre quand même depuis 2020, sur lesquelles il avait peut-être un petit peu régressé en 2021 et en 2022, mais qu'il a retrouvé cette année, ouais, je trouve qu'il la mérite cette montée en puissance. Pour Anthony Davis, globalement, on est sur un accord, vous êtes 78% à le mettre dans ce range, là le range a diminué par rapport aux anciens épisodes du top que je faisais, là on fait du plus 3, moins 3, vous êtes 22% à le mettre à la 13e place. J'ai pas encore trop vu d'arguments dans ce top, 0% par contre le mettre dans le top 7. Je sais pas pourquoi ceux qui le mettent après la 13e place, vous le mettez à la 13e place, peut-être parce qu'il est encore trop souvent absent, je peux le comprendre, mais cette année ça l'a pas suffisamment handicapé pour que je le pénalise là-dessus. Et clairement, moi ce que j'ai vu en playoff, c'est lui qui a atomisé les Grizzlies par exemple, non, pour moi ça mérite, et vous êtes globalement d'accord, donc pas besoin d'en faire beaucoup plus. Allez, wow, avec la place 9, on parle déjà de Kevin Durant qui finalement perd 4 places par rapport à l'an dernier. La chute, elle peut sembler minime comme ça, 4 places c'est pas beaucoup, n'empêche qu'à ce niveau-là du classement, dans le top 10, mais ça commence à avoir de l'importance je trouve. Est-ce que cette baisse, elle se justifie parce qu'à 34 ans, l'ailier n'a plus le même talent sur le terrain ? Pas vraiment. En tout cas, je trouve pas. Pour moi, son talent, il est toujours là, et toujours en 2023, Kevin Durant, ça reste ce scoreur incroyable, complètement élite même, qui, pour marquer des buckets, possède peut-être la plus belle panoplie qu'on ait pu voir, au moins sur ces 2 dernières décennies, et peut-être même plus. Un mec de 2m10 comme lui, qui a des skills de meneur, qui a un sens du jeu phénoménal aussi, et un shoot de sniper, ça court pas les rues, clairement pas. Et pourtant, KD possède toutes ces qualités, qui font que même à son âge, il pourrait toujours viser le top 5, voire même le top 3, j'ai envie de dire. Le mec, définitivement, dès qu'il le décide, il peut avoir un poids immense sur la victoire de son équipe, grâce à son attaque, bien sûr, mais aussi grâce à sa défense qui s'est amplement développée ces dernières années, notamment pour ce qui est de la protection de cercle. Non, le mec, il faut en être conscient, il sait vraiment tout faire sur un terrain, même jouer off-ball comme il l'a fait avec les Suns après son transfert en cours de saison, même comme il le faisait de temps en temps avec les Nets aussi, comme il le faisait aussi de temps en temps avec les Warriors à l'époque, et ce transfert qui l'a encore poussé à adapter son jeu à celui de Devin Booker, et s'adapter, globalement, c'est quelque chose qu'il sait faire Kevin Durant, et j'apprécie. Non, vraiment, sur le talent et sur les qualités basket, j'ai absolument que du bien à dire sur le jeu de KD, qui assurément fait toujours partie de l'élite de la NBA. Cependant, lui aussi fait partie de ces joueurs qui peuvent pas m'apporter 100% de certitude en raison des blessures qu'il connaît saison après saison. Depuis sa rupture du tendon d'Achille en 2019, le Slim Reaper, il a jamais joué plus de 55 matchs sur une campagne, et je trouve que ça pique, c'est quand même peu 55 matchs. Ce qu'il sauve
par rapport à beaucoup d'autres que l'on a évoqués plus tôt dans ce classement, et que j'ai plus ou moins pénalisé pour les blessures, c'est que ça ne l'a jamais empêché de jouer pendant les playoffs. C'est déjà ça. Mais justement, en parlant de playoffs, j'ai pas que du bien à dire, parce que ça fait quand même 2 années de suite que KD, à mon sens, passe au moins un petit peu à côté. Enfin, passer à côté, c'est quand même un bien grand mot, parce que quoi qu'il arrive, KD, ça reste KD, avec ses qualités de basket de fou furieux. Cette saison, par exemple, il a tourné à 29 points de moyenne par match en post-season, et beaucoup aimeraient passer à côté de ses playoffs, de leurs playoffs comme lui le fait. N'empêche que rappelez-vous, en 2022, après son incroyable campagne 2021 où il avait été très bon, jusqu'au 2e tour, en 2022, il est sorti au premier tour face aux Celtics sur un score de 4-0, il s'est fait balayer, tout en connaissant de grosses difficultés au tir. Ces difficultés auxquelles il nous avait pas du tout habitués depuis le début de sa carrière. Et cette saison, moi je m'attendais à ce qu'avec un changement d'équipe, il puisse rebondir un petit peu par rapport à cette campagne de playoff un petit peu ratée, avec des Suns que clairement j'imaginais faire partie potentiellement des favoris, des favoris pour le titre. Et bien là, malgré un excellent premier tour face aux Clippers, il s'est un petit peu écroulé au 2e tour face aux Nuggets, en ayant du mal à trouver son rythme, notamment de loin, avec des pourcentages de seulement 22% à 3 points sur cette série qui s'est déroulée en 6 matchs, et c'est une adresse qui est incroyablement basse pour le joueur qu'il est. Donc oui, en termes de talent, j'ai aucun doute sur le fait que Kevin Durant y mérite le top 5, je l'ai déjà dit. Cependant, moi j'ai l'impression que les nombreuses absences qu'il connaît font que parfois, il a du mal à conserver ou à maintenir ce rythme incroyable comme il le faisait avant, et quand les playoffs arrivent, quand t'es pas à fond, à 100% dans le bon tempo, ça te pénalise, et tu ne mets pas tes shoots. C'est peut-être un petit peu ce qui est arrivé à Kevin Durant ces 2 dernières années. Depuis son départ des Warriors, on a un KD qui a plus jamais dépassé le stade du second tour. Et à mon sens, il devra montrer maintenant, pour viser plus haut, qu'à 34 ans, il est toujours capable de le faire en jouant à son meilleur niveau, pour retrouver le top 5 par exemple. Il en a les capacités, j'en suis certain, toujours. Mais pour ça, il aura pas le choix que d'éviter au maximum les blessures pour arriver pile dans le rythme au bon moment, quand les playoffs vont commencer. Et ça, vu que ça fait 2 ans que ça n'a pas eu lieu, oui, j'ai quelques petits doutes le concernant, même si son arrivée en cours de saison à Phoenix peut lui servir d'excuse parce qu'il connaissait pas encore l'équipe. Moi, j'ai besoin de revoir KD vivre un très gros parcours de playoff dans lequel il est énorme pour le remonter dans mon classement dans un an. Et franchement, je crois en lui pour ça. En attendant, cette place 9, elle me convient bien. Allez, pour KD, vous êtes 57% à valider ce range et 43% d'entre vous le mettent avant la 7ème place. Et je comprends tout à fait que vous vouliez le mettre plus haut, Kevin Durant. C'est normal, parce que clairement, intrinsèquement, il fait toujours partie des meilleurs joueurs NBA. Le truc, c'est que voilà, 2 campagnes de playoffs de suite en demi-teinte, des blessures qui s'accumulent. Je pense que Kevin Durant est toujours le même Kevin Durant que les années précédentes, mais aujourd'hui il doit le prouver, et je pense qu'en tout cas sur cette campagne de playoff, c'était plus forcément lui, le joueur le plus important des Suns, et vous allez voir pourquoi je classe un autre joueur des Suns avant lui. Allez hop, une petite place devant Kevin Durant, parce que tout simplement j'ai trouvé que cette saison, dans leur association, un petit peu comme j'en parlais avec LeBron James et Anthony Davis, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le joueur le plus important des Suns cette saison, et en play-off, c'était Devin Booker. Et donc voilà, je vais parler de lui, son coéquipier aux Suns depuis la 2e partie de la saison. Maintenant, je vous cache pas que vous m'auriez dit en début de campagne que je finirais par classer Booker devant KD, je vous aurais pas cru. Et pourtant, même si évidemment ça se discute, et que j'entends complètement qu'on mette KD devant, comme tous les choix de ce top, qui peuvent être discutables, voilà, comme je disais, au vu de comment la hiérarchie s'est dessinée à Phoenix avec l'arrivée de Durant, mais encore plus en raison de l'énorme campagne que Book vient de nous pondre, en saison et en play-off d'ailleurs, j'ai aucun mal à dire qu'aujourd'hui, si je voulais gagner tout de suite, je prendrais sûrement Booker légèrement devant KD. Ce choix, il se fait pas en raison du talent intrinsèque, parce que je suis persuadé que KD, à 100% de ses moyens, il est toujours largement au-dessus de Booker dans ce domaine. Mais par contre, en termes de certitude sur sa présence, sur sa forme et sur son rythme, je pense que tous les jours, je prends Devin devant Kevin. Puis il faut se rendre compte quand même que niveau talent ou au niveau du jeu, et ce des deux côtés du terrain, l'arrière n'a pas beaucoup à rougir. Si le mec gagne 7 places par rapport à l'an dernier, une montée qui est conséquente, au vu de là où nous en sommes dans le classement, c'est que désormais il joue à un autre level, ce level où il touche les étoiles, Booker, ou pas loin. En termes de scoring, moi ce qu'il fait, je trouve, c'est très beau, c'est chirurgical. Booker, c'est un mec qui peut marquer des points aux 3 niveaux, qui peut jouer pour lui, qui peut jouer off-ball, et constamment adapter son jeu en fonction de qui il a autour de lui, que ce soit du Kevin Durant ou du Chris Paul, pour continuer à performer. Et on se rappelle, en début de carrière, tout passait par lui. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et pourtant, il est toujours aussi important, voire encore plus important dans le dispositif de ces Phoenix Suns. Moi, j'aime comment ses bonnes lectures, ou son adresse même,
confirme tous ces éléments-là, mais aussi son sens du playmaking, parce que le mec, c'est un joueur qui est vif, qui est athlétique, mais j'apprécie qu'aujourd'hui, il est mûri, il patiente davantage, il joue beaucoup plus avec sa tête, et ça s'en ressent dans tous les domaines du jeu, où je trouve beaucoup plus juste, beaucoup plus propre, pardon. Booker, il est capable aujourd'hui de mettre une pression constante avec ses qualités de scoreur sur la défense adverse, sans jamais paniquer, et ça s'est vu en playoff, et pas qu'un peu, vu qu'il a flirté avec les 34 points par match, et qu'il a terminé meilleur scoreur de la post-season. Tout ça, en plus, en délivrant plus de 7 passes en moyenne et en shootant à plus de 58% s'il vous plaît, tout en perdant moins de 3 ballons par rencontre, pardon. Donc, si vous vouliez de la performance létale, mais aussi de la polyvalence, de la justesse et de l'efficacité, je pense qu'avec les playoffs de Booker, vous êtes servi. Ajoutons à ça que sa défense, elle est très souvent sous-cotée, je trouve, en raison de son talent offensif notamment, dont on parle surtout, mais clairement, c'est un mec qui peut éteindre le porteur de balle adverse et être aussi très bon loin du ballon, et on s'en rend compte là, Devin Booker, il possède tous les éléments pour afficher la panoplie parfaite du basketteur NBA moderne. Alors ok, ça n'a pas été suffisant cette saison pour passer le deuxième tour face aux Nuggets, et c'est vrai que son match 6 a seulement 12 points inscrits, quand son équipe était dos au mur en plus, ça nous laisse un petit peu sur notre faim, même si oui, Phoenix a probablement souffert de l'absence de Chris Paul sur ce deuxième tour pour gérer le jeu quand la team était en difficulté, mais peu importe. Oui, c'est ce petit moment là où il a montré qu'il était friable et qu'il a pas montré qu'il était juste un cyborg en playoff, mais ça m'empêche peut-être de trop m'enflammer et de le classer encore plus haut. Cependant, voir qu'il a pris 7 places et qu'aujourd'hui il est à la place 8, ça montre, je trouve, l'immense step-up que Booker a fait en termes de maturité. Aujourd'hui, j'ai plus aucun mal à dire qu'il fait partie des superstars de la Grande Ligue, et si l'an prochain avec les Suns, il réalise encore des playoffs de ce niveau, je me dis qu'il pourrait encore grappiller des places dans ce top. À 26 ans, il est en plein prime, et il est amplement capable de faire ça. Donc maintenant, à lui de le montrer, à lui de montrer que sous sa houlette, Phoenix peut retrouver les finales NBA, comme ce fut le cas en 2021. Parce qu'en 2021, il l'a fait, j'ai envie de compter ça dans la façon dont je le classe, mais on se demandait encore qui de Chris Paul ou de Devin Booker était le vrai leader de cette team. Aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a plus trop de doutes, c'est Booker, et KD joue même de façon à montrer à Booker que c'est toujours lui le patron. KD s'est adapté et a assumé, je crois, cette hiérarchie, et donc voilà, aujourd'hui, clairement, Booker pour moi c'est un top 8 de la ligue, et montrer qu'il peut, en tant que vraie option 1, porter les Suns vers un très gros parcours de playoff, c'est peut-être le seul petit truc qui lui manque aujourd'hui pour faire, au moins pour taper à la porte du top 5, je pense. Ok, pour Booker. Bon, finalement, on est assez d'accord, vous êtes 65% à le mettre dans ce range, à plus ou moins 3 places près. 27% d'entre vous l'auraient mis avant la 6ème place, carrément, je trouve que c'est très anticipé, mais je comprends, au vu du run de playoff mémorable qu'il nous a fait, il y a de quoi s'enflammer le concernant. Pour moi, il faut qu'il le montre peut-être avec sur plus de temps, sur une durée plus importante et peut-être une meilleure régularité. Ça me paraît haut de le mettre avant la 6ème place, donc dans le top 5, mais pourquoi pas. Mais vu que vous êtes 27% à le penser, ça se respecte. Et vous êtes 8% à le classer après la 11ème place. Bon, pourquoi pas aussi. 8%, ça reste quand même assez anecdotique. Non, ce qu'on retient, c'est que ce range, en tout cas pour 65% d'entre vous, est plutôt convenable concernant Devin Booker. Allez, go parler de Luka Doncic maintenant, que je classe à la 7ème place, soit une petite place plus bas que l'an dernier. Et là, j'entends déjà que les fidèles de la chaîne vont s'enflammer. Comment ça, je mets Doncic devant Booker alors que justement j'expliquais le contraire dans un Star Battle que j'ai sorti en début de playoff? Eh bien oui, je le fais parce que je me dis que des fois, faut savoir reconnaître ses erreurs, en se rendant compte quand même qu'entre la place 7 et la place 8, il n'y a pas non plus une différence énorme, il n'y a pas non plus un océan. En fait, on s'en rend compte, c'est super compliqué de comparer les deux joueurs. Clairement, entre les deux, Doncic, c'est celui qui possède le plus haut niveau intrinsèque, celui qui possède le plus de talent, et qui clairement est promis à la plus belle carrière, au vu de son potentiel et de ses 24 ans. Moi je pense que normalement Doncic, si tout se passe bien, il doit passer devant Devin Booker dans le futur. Mais là, on juge pour le présent, et faut se rendre compte que défensivement, par exemple, on a un Book qui est bien au-dessus. De plus, l'arrière des Suns, comme on le disait plus tôt, plusieurs fois, il a montré qu'il pouvait s'adapter à n'importe quel coéquipier, chose que le Slovène doit prouver encore. Lui, qui on peut pas le cacher, n'a pas non plus encore réussi à tirer le meilleur de son association avec Kyrie Irving en deuxième partie de saison, et qui a dû voir Dallas manquer les playoffs pour la première fois depuis 2019, sans même être passé par la case play-in, et ça c'est une vraie déception, qui pose de vraies questions, et des petits doutes autour de Luka. Clairement, ça lui fait mal, les résultats collectifs de Dallas cette année. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est lui le principal responsable dans cette débâcle? Un peu oui, mais pas vraiment. On peut toujours lui reprocher de trop se plaindre auprès des arbitres, de trop monopoliser la balle, d'insister un petit peu trop avec le jeu en ISO, et de faire en sorte que, un peu trop encore, que tout passe tout le temps par lui. Tout ça, il faut s'en rendre compte. Malgré tout le talent de Luka,
en tant que playmaker et en tant que joueur de basket, ben ça ne se joue pas non plus à 1 contre 5, même si je grossis exprès le trait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rend l'attaque des Mavericks assez prévisible, avec un Doncic qui garde beaucoup la balle, et quand il est pris à 2, va ressortir sur les shooters. Et finalement, ben ce jeu, ça n'aide pas toujours ses coéquipiers à trouver leur place, à moins qu'ils soient vraiment dans un profil de 3&D. Surtout qu'en plus de ça, il faut s'en rendre compte, vu que c'est pas le plus athlétique du monde, Doncic, c'est pas non plus le joueur qui porte le plus le ballon en contre-attaque, et qui va accélérer le jeu. Après, ok, hein, il tourne quand même à 8 passes décisives par match, ça donne pas l'impression que c'est un joueur individualiste, c'est assez énorme. Cependant, avant de faire ses passes, il porte beaucoup la gonfle, et ça reste un joueur très très ball dominant, Luka Doncic. Peut-être un peu trop, et qui autour de lui a besoin de profils bien particuliers, oui, pour que son équipe soit compétitive. Sa défense aussi. Comme on le disait, elle est pas au point, et même si j'apprécie qu'il ait fait des progrès dans le domaine, notamment en se montrant bien plus volontaire de ce côté-là du terrain, et en s'étant rendu compte que c'était l'une de ses failles, j'ai toujours du mal à dire que pour moi, dans le domaine, il est bon, il est average quoi, pas plus. Tout ça, ça peut justifier un petit peu le fait qu'il y a quelques mois, j'aurais classé Booker devant lui. Ceci dit, à ce moment-là, en tout cas quand je disais ça, vu le début de playoff phénoménal que réalisait l'arrière des Suns, je pensais que Phoenix irait plus loin que le deuxième tour. Et ça a pas eu lieu. Je pensais pas non plus que Devin Booker choquerait tant son match 6. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je remets Doncic un petit peu devant. Et à côté de ça, c'est clair que même si Doncic il a pas participé à la post-season cette année, plein de fois dans sa carrière, il a montré que quand ça comptait le plus, quand les playoffs arrivaient, il était tout à fait capable d'augmenter son niveau de jeu de façon drastique pour permettre à sa team de gagner des matchs, même quand ils sont pas attendus. Donc après, c'est sûr que mis à part en 2022 où avec Dallas, il est allé jusqu'en finale de conférence, il a jamais passé un tour quand même. Et cette régression collective cette année, elle peut paraître peut-être un petit peu inquiétante concernant Doncic. Est-ce qu'il est temps pour lui de se remettre en question et de revoir son jeu? Cependant, en termes de talent pur, le Slovène, c'est quand même l'un des joueurs les plus giftés de la NBA. Il a un cerveau de dingue, son potentiel est monstrueux, et c'est pas son triple-double à plus de 60 points et 20 rebonds, le premier dans l'histoire de ce genre face aux Knicks, dans une victoire lors de laquelle, en plus de ça, il a été super clutch, qui nous fera dire le contraire. Dans les mains, clairement, Luka, il a de quoi être un top 3 player dans cette ligue. Mais pour y arriver, je trouve qu'il lui manque encore quelques petits éléments, comme une certaine prise de maturité, davantage de défense, une capacité d'adaptation qui serait supérieure avec ses coéquipiers, et surtout, d'autres longs parcours en play-off. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, son équipe est beaucoup trop dépendante de lui, et même s'il n'a jamais vraiment eu le supporting cast qu'il mérite, c'est aussi à lui d'adapter son jeu pour faire progresser ses coéquipiers et rendre l'attaque des Texans encore plus dangereuse. C'est facile à dire tout ça, mais maintenant, et ça a l'air facile à faire aussi, mais à lui de prouver qu'il en est capable. C'est peut-être pas si simple. Si c'est le cas, moi j'aurais aucun mal à le classer bien plus haut à l'avenir. Néanmoins, rien qu'au vu de son niveau basket, de son talent, de son passif assez excellent en play-off, au moins d'un point de vue individuel, où finalement, oui, je le classe devant Devin Booker, cependant, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il est capable de viser bien plus haut. Donc maintenant, je compte sur lui pour mettre en place tout ce qu'il faut maintenant, pour définitivement appartenir et montrer qu'il fait partie de cette crème de la crème en NBA. S'il y arrive, ça pourrait être sacrément violent. Par contre, si c'est pas le cas, la narrative pourrait vite changer autour de lui. On sait à quel point on est impatient avec certains jeunes joueurs qui gagnent pas. Donc espérons que Doncic, dans le futur, ne devienne pas l'un de ces joueurs qui est incroyablement bon individuellement, qui a un talent de dingue, générationnel, mais qui n'arrive pas à gagner de titre ou à aller trop loin en play-off en raison peut-être d'un individualisme trop important. Ce serait quand même dommage au vu des qualités assez incroyables qu'il possède au niveau basket. La saison entière avec Kyrie Irving l'an prochain, pour moi, pourrait vraiment servir de révélateur. Ils auront un training camp ensemble pour apprendre à mieux jouer ensemble, et j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner. Si ça fit, clairement, Doncic sera dans le top 5 l'an prochain. Pour Luka Doncic, vous êtes 68% à le mettre dans ce range, ça parle beaucoup dans le chat, beaucoup le voient plus haut, vous êtes d'ailleurs 26% à le mettre dans le top 3, mais dans le top 3, Luka Doncic, ça me paraît quand même assez lunaire, pour moi il y est pas encore, même si à 24 ans il a clairement le niveau pour l'être un jour. Vous êtes 5% clairement à le mettre après la 10e place, parce que la saison de Dallas vous a vraiment déçu, et vous commencez à avoir de plus en plus de doutes sur la faculté que peut avoir Luka à faire progresser ses coéquipiers, mais globalement, ce range pour Luka, 68% d'entre vous le valident, donc ça veut dire que, à peu de choses près, il se classe à peu près par ici, quoi. La place numéro 6 maintenant, juste border top 5 et vraiment à la porte du gratin de la NBA, voici maintenant Jason Tatum. Aujourd'hui, pour moi, il fait partie de ces superstars tier 1 de la NBA, ou tier S comme vous voulez, ou en tout cas pas loin, avec sa participation au final en 2022, ses 4 participations en finale de conférence en carrière, mais aussi 4 sélections All-Star, tout ça en à peine 6 saisons, à seulement 25 ans en termes de palmarès collectif. C'est assez fou ce qu'a montré Jason Tatum. Il y a peu de mecs à son âge, voire pas de mecs à son âge qui ont vécu autant de choses collectivement. Seule une poignée de la joueur
dans la grande ligue, de toute façon, sont capables d'influencer le jeu des deux côtés du terrain que ce que le fait Jason Tatum du côté de Boston. À son poste, et dans sa tranche d'âge, non seulement, moi je pense que non seulement il fait partie pour moi des scoreurs les plus giftés, hein, clairement, ou même des attaquants les plus giftés, vu comment il est polyvalent offensivement, mais ce qui est plaisant aussi, c'est que défensivement, il est quasiment capable de faire les mêmes dingueries. Après, c'est sûr que ces dernières années, pour obtenir les bons résultats collectifs qu'il a eu, il a pu profiter de la très grosse profondeur de cette équipe de Boston, de la valeur de ses coéquipiers aussi, mais du très bon et aussi du très bon basket pratiqué par les Celtics. En revanche, si l'on doit décider de qui est le leader de cette équipe, qui joue bien un basket collectif, il n'y a pas à bégayer longtemps, c'est bien à Tatum que revient la palme. Cette équipe, elle serait clairement pas la même sans lui, tant à plusieurs reprises il a supporté les siens en saison ou en playoff. Après, ok, il a terminé qu'à la 4e place cette saison pour le trophée de MVP, mais c'est déjà très lourd au vu de la saison statistique incroyable qu'ont fait les 3 ovnis devant lui. Tous étaient au moins en gros double-double, chose que n'a pas réussi à faire Tatum. Mais est-ce que cette concurrence folle individuellement doit venir effacer la saison phénoménale qui vient de nous livrer l'ailier de Boston? Non, ce serait abusif, je trouve, de pas reconnaître son impact. Parce que oui, même s'il a pas non plus pu obtenir de vraies places sérieuses cette saison dans le débat du MVP, il faut se rappeler quand même que malgré un changement de coach au dernier moment à Boston, les Six se sont affichés avec le meilleur bilan de toute la NBA pendant une grosse moitié de saison, sous la houlette d'un JT qui, en scorant plus de 30 points par match cette saison, a et de loin réalisé sa meilleure campagne en carrière. À 25 ans, moi j'ai trouvé qu'il avait réalisé de vrais progrès encore, comme c'est le cas chaque année, c'est minime, hein, mais ça arrive, notamment dans ses lectures de jeu, dans sa patience, dans son playmaking, tout en restant cette espèce de joueur qui est complètement élite des deux côtés du terrain, et ça, à mon sens, ça explique déjà beaucoup pourquoi il se situe devant les autres dont j'ai parlé aujourd'hui, et pourquoi dans ce top, il a gagné 4 places par rapport à l'an dernier, même si c'est vrai que cette année, son parcours collectif s'est arrêté avant les finales. Cependant, est-ce qu'il y a tant de choses que ce que j'entends à lui reprocher concernant les playoffs? Oui, on peut lui faire des reproches, c'est sûr, mais je trouve qu'il faut pas abuser non plus. Au final, Boston, qui était mené 3-0 face à Miami en finale de conf, n'est passé qu'à un tout petit match, et peut-être à une blessure à la cheville de Tatum dans le match 7, de faire un exploit historique qui serait arrivé pour la première fois de l'histoire, c'est-à-dire revenir d'un 3-0 et se qualifier en plus ensuite en finale. Certes, également, il faut pas oublier cette irrégularité de Tatum qui m'a un petit peu dérangé pendant ces playoffs, avec parfois toute une mi-temps où il rentrait pas un shoot, ou même des matchs entiers pour lesquels il est passé à côté. Lui qui en 20 matchs de post-season est quand même descendu à 3 reprises sous la barre des 15 points cette année. Donc je pourrais comprendre ceux qui le mettent plus bas à cause de ça, et ceux qui gardent essentiellement ces moments en tête. Moi j'ai pas de soucis. Cependant, moi je pense que malgré ça, il faut pas non plus oublier qu'à plein d'autres reprises, et notamment quand ça comptait, ou quand Jaylen Brown s'effaçait, ces Celtics, il les a portés, et Jaylen Brown, on l'a vu, en plus de ça, il s'est effacé un petit peu tour après tour dans ses playoffs. Si vous voulez une preuve indéniable de comment il a pesé Tatum, prenez le match 7 du deuxième tour face aux Sixers, où avec ses 51 points inscrits, avec une réussite insolente en plus, il a battu un record NBA, dont Stephen Curry venait tout juste de s'emparer en plus pour la petite histoire. Non vraiment, ce mec sur le terrain, c'est un crack, et actuellement, je trouve qu'en montrant qu'il peut jouer un excellent basket individuel dans une équipe qui joue un excellent basket collectif, qui est ambitieuse et qui globalement gagne en plus, il remplit la plupart des critères qui sont nécessaires pour bien se classer dans mon top. Après oui, son irrégularité, qui je pense pourra se régler peut-être avec le temps et l'expérience, s'il continue ses progrès, m'empêche pour le moment de le classer top 5. Ceci dit, il a que 25 ans, on l'oublie souvent, au vu de tout ce qu'il a déjà vécu, et beaucoup de choses laissent penser que, au vu de sa trajectoire, qu'à l'avenir, il pourra également progresser dans ce domaine de la régularité. Du coup, pour le moment, ça ne me suffit pas pour le mettre plus haut, mais rendons-nous compte quand même qu'il lui manque quasiment rien pour faire partie, à mon sens, du club très très fermé que compose le top 5 de la NBA aujourd'hui. Pour Jason Tatum, vous êtes 64% à valider ce range, donc à 3 places près, on est ok pour Jason Tatum. 24% d'entre vous vous le mettez après la 8ème place, en raison de son irrégularité et de son manque de maturité encore. Je peux l'entendre, mais pour moi ça se règle de plus en plus, donc pour moi ça vaut mieux que la 8ème place. Et 12% d'entre vous, vous le mettez dans le top 3 carrément, et ça me semble quand même assez anticipé pour Jason Tatum, mais why not? Pour moi il y a quand même... Jason Tatum est très bon, c'est sûr, mais pour moi il y a quand même de gros ovnis devant lui qui méritent plus d'être dans le top 3 que lui. Voilà pour ce qui est des places 10 à 6 de mon top 100 NBA 2023, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'on a de gros désaccords? Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme d'habitude ça m'intéresse à fond, restez polis juste et respectueux. N'oubliez pas que c'est mon top, on en a tous un différent, et s'il y a des gros écarts entre vous, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, il n'y a pas péril en la demeure. Rien que lire les débats qu'il y a entre vous régulièrement, moi ça me fait kiffer, alors surtout continuez, c'est génial. En attendant, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut sous cette vidéo, et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ça je vous remercie fort d'avance, et je vous dis à très vite.